Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Bodian. Mamadou Bodian est docteur en sciences politiques. Il a travaillé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est installé à Stockholm, en Suède. Il gère le centre pour le Mali, c'est ça? Oui, je travaille au Stockholm International Peace Research Institute et je coordonne le projet Centre Mali de l'Union européenne. Voilà, vous avez sorti un livre collectif avec d'autres écrivains qui s'appelle Entre le savoir et le culte, activisme et mouvements religieux dans les universités du Sahel. Un article que vous avez produit qui parle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous constatez que les jeunes sont passés des partis de gauche, des partis de droite, de centre, libéraux. Aujourd'hui, l'idéologie la plus répandue dans nos universités, c'est l'idéologie religieuse. Qu'est-ce qui explique ce déplacement? Merci beaucoup Alassane pour m'avoir accueilli justement à votre émission. En fait, ce travail est le fruit d'un effort collectif entre les collègues de l'Université de Floride, notamment le Sahel Research Group, qui est une institution qui s'intéresse aux dynamiques politiques, religieuses et sociales en Afrique francophone, notamment à tous les pays du Sahel francophone, le Sénégal, le Niger, le Burkina, le Tchad, la Mauritanie et le Mali. Au cours de nos différentes recherches, parce que nous avons conduit un certain nombre de recherches et de travaux dans ces différents pays-là, nous nous sommes rendus compte qu'au cours des 3 dernières décennies, les sociétés africaines, ou de l'Afrique de l'Ouest francophone, sont entrées dans une phase de mutation très profonde. Et la religion et l'islam en particulier influencent tous les pans de la société, y compris des lieux qui étaient naguère réputés être des bastions de la laïcité, notamment l'université. Et ces transformations sont tellement profondes qu'un de nos collègues, au cours de ce travail de recherche-là, avait, de manière un peu caricaturale, indiqué que nos universités sont devenues des lieux de prière plus que des lieux d'apprentissage. Et même le mouvement étudiant qui dominait l'espace universitaire et qui s'inspirait des idéaux de gauche a été éclipsé par les organisations religieuses et de plus en plus les étudiants ont tendance à embrasser des identités religieuses et des organisations qui sont devenues imposantes dans l'espace universitaire. Et la question que nous nous sommes posée est de savoir comment l'université ou les universités du Sahel, parce que le constat n'est pas uniquement fait au Sénégal, mais dans presque tous les pays du Sahel. Et la question que nous nous sommes posée, c'est comment la religion a pu jouer un rôle important. Dites-nous comment? Alors, l'argument principal de cet ouvrage est que ce qui se passe en vérité à l'université n'est rien d'autre que l'expression localisée des transformations endogènes à l'université, c'est-à-dire des transformations internes à l'université, mais aussi le reflet des transformations que nous observons dans la sphère, dans la société de manière générale. Parce qu'en vérité, comme vous le savez, hein, l'université est un laboratoire social et il y a toujours un va-et-vient entre l'université et la société. Et ce mouvement a conduit une sorte d'osmose qui a permis en tout cas à tout ce qui se passe dans la société de se produire à l'université. Et ce que nous observons aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous observons dans la société de manière générale. Est-ce que ce n'est pas l'échec quelque part des idéologies de gauche et de droite libérales dans des pays africains, dans des pays du Sahel? C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, il y avait des partis de gauche, des partis de droite qui étaient là et dirigés par certaines personnalités, mais qui sont des idées peut-être des idées importées. Alors, je crois que la question fondamentale qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on est passé à des sociétés où les idéologies révolutionnaires et laïques étaient très puissantes, notamment après les indépendances, à des sociétés où on est arrivé à un moment où vraiment la religion s'est imposée comme l'acteur le plus visible, du moins dans l'espace public. Et je crois qu'il y a beaucoup de péripéties qui ont émaillé cette évolution. Comme vous l'avez dit, après les indépendances, bien évidemment, les idéaux de gauche étaient les idéologies dominantes.
tel qu'il s'incarnait à travers les partis de gauche au Sénégal. Nous avons connu par exemple tout ce mouvement qui s'organisait autour de la contestation du régime de PAI, PIT, LDMPT. Exact. Donc surtout dans les années 70, avec toute la contestation contre le régime colonial, comme on l'appelait à l'époque, de Senghor. Et nous avons remarqué qu'effectivement, les partis de gauche qui n'avaient aucune possibilité justement de faire avancer leur agenda, mais aussi faire valoir les réformes par des voies institutionnelles, étaient obligés de se rabattre dans l'université et les syndicats qu'ils ont utilisés comme des canaux ou des croix pour faire valoir leur revendication, au moins contester l'hégémonie du parti de Senghor. Et le mouvement étudiant a joué un rôle important. Et mai 68, on ne le dira pas assez, a été un moment historique pivot. Et d'ailleurs le premier test contre le régime de Senghor. Parce que tout simplement, à côté de ces revendications universitaires qui étaient portées par les étudiants, initialement par les étudiants qui revendiquaient justement les bourses et de meilleures conditions sociales, il y a eu aussi un autre mouvement, c'est-à-dire les enseignants, mais surtout un peu l'élite urbaine qui est venue se greffer à cette revendication-là, qui a donné à mai 68 l'ampleur qu'il a eue. Mais nous avons remarqué que depuis la fin des années 70, notamment après 76, quand Senghor a introduit progressivement des réformes du système politique, en 70 d'abord en créant justement le poste de Premier ministre, qui a été supprimé juste après les indépendances, notamment quand il y a eu la crise entre Senghor et Dia. Le poste de Premier ministre a été restauré, mais Senghor est allé résolument vers l'ouverture en permettant d'abord la création d'un parti de contribution, notamment le PDS à l'époque, mais aussi dans les années 78, il a carrément ouvert une sorte de brèche qui a permis au multipartisme de s'installer progressivement, même si c'était par ailleurs un multipartisme encadré. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette ouverture aussi a permis, dans une certaine mesure, un affaiblissement des partis de gauche qui étaient désormais motivés par la conquête du pouvoir. Même si en 1978, ces partis, certains ont boycotté bien évidemment l'élection législative, même si le PDS a participé et a eu un certain nombre de voix, mais beaucoup de partis ont contesté et ont continué cette contestation jusqu'aux années 80. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'au début des années 70, bien à cause d'un certain nombre de facteurs, notamment le contexte international religieux consécutif au boom pétrolier dans le monde arabe, on a vu un flux massif d'argent en provenance des pays du Golfe, mais surtout diverses formes de soutien en provenance de la Banque islamique de développement, de la Banque arabe pour le développement. Les ONG islamiques qui sont installées au Sénégal. Exactement, et l'OCI. Donc toutes ces organisations avaient un seul objectif, c'est-à-dire la promotion de la culture arabe, dont l'enseignement arabe était un vecteur. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que ce contexte aussi était plus ou moins marqué par un contexte international très difficile pour les pays africains, notamment l'application des programmes d'ajustement structurel, notamment au début des années 80, qui a limité considérablement les capacités de l'État à fournir les services sociaux de base, l'éducation, la santé. Mais je crois que l'éducation en particulier a été un secteur très déterminant, puisque les ONG islamiques ont saisi cette brèche pour commencer justement à fournir ces services-là qui étaient pas du tout fournis par l'État. Donc on a vu à l'époque qu'il y a eu une effervescence de l'enseignement arabo-islamique et l'émergence d'une nouvelle élite arabo-islamique, notamment ceux-là qui étaient partis dans les années 60-70, aller étudier dans le monde arabe, qui sont rentrés. Mais puisque le système éducatif ne faisait pas un peu de la place à ces élites arabophones qui, par le simple fait qu'ils ne parlent pas français, étaient exclus de l'administration, donc ces dernières-là ont pu se reconvertir. Certains sont devenus des oustas, certains sont devenus des prédicateurs, mais c'est surtout avec la démocratisation et l'ouverture démocratique dans les années 90, et notamment la possibilité offerte aux gens de créer des organisations, mais aussi la liberté d'expression. En 1994, avec le boom des médias, la presse, notamment la radio et la télévision, mais beaucoup d'entre eux ont pu investir le milieu, disons la périphérie, mais aussi les médias, pour engager un véritable travail d'islamisation de la société.
ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ces transformations ou cette sédimentation de facteurs qui ont milité en faveur de l'émergence du religieux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette désillusion des jeunes qui étaient dans les partis de gauche, qui se sont rendus compte que la gauche qui défendait certaines valeurs est tentée par l'entrisme? Parce qu'on a vu que l'ALDMPT a rejoint le gouvernement d'Abdou Diouf, idem pour Ahmad Dansoko avec Abdoulaye Wade. Et ce qui fait que les gens qui étaient dans les partis de gauche se rendent compte aujourd'hui que finalement, c'est l'exercice du pouvoir qui intéresse le plus les partis de gauche, mais pas de transformer la société. C'est vrai, il y a une désillusion de la part de la jeunesse qui a toujours été mobilisée dans les combats politiques. Je crois que le Sénégal en est un exemple. Et même le Mali et le Niger, et le Burkina, si vous voyez un peu aujourd'hui ceux qui sont à l'avant-garde du combat pour la démocratie, que ce soit lors des élections, mais aussi tous les combats lors des transitions démocratiques au Niger et au Mali, mais il y a les jeunes. Et les mouvements d'étudiants ont joué un rôle fondamental. Au Mali, s'il n'y avait pas le mouvement étudiant, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas la révolution contre Moussa, mais je crois que c'est parce que tout simplement, il y a eu une part active que le mouvement étudiant a pris depuis la fin des années 80, notamment avec toutes les contestations qui ont conduit à l'assassinat de celui qui est devenu aujourd'hui le héros du mouvement étudiant, Cabral, que le mouvement s'est radicalisé et dans les années 80 a pris une tournure complètement révolutionnaire dans un contexte d'ajustement structurel où la désillusion, notamment sur le plan économique, s'est installée parce que les États étaient complètement dans l'incapacité totale de fournir les besoins dont les populations, notamment les jeunes, demandaient. L'emploi, une garantie de travail après la formation. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'en vérité, le champ politique sénégalais, tout comme le champ politique en Afrique, ne s'est jamais renouvelé. Si vous regardez les partis politiques qui occupent aujourd'hui le devant de la scène, ce sont ces mêmes partis politiques-là qui étaient à l'avant-garde du combat démocratique dans les années 80, dans les années 90. Et même les fissures qui ont eu au sein des partis politiques ne sont rien d'autre que des fissures entre leaders qui quittent et qui créent des formations politiques et qui très souvent sont dans une logique non pas de conquête mais d'alliance. Pour se partager justement les privilèges associés justement à la conquête du pouvoir. Est-ce que c'est cela qui explique aujourd'hui que dans nos universités, on trouve beaucoup d'aïras, des cadres religieux où les jeunes se retrouvent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par exemple, les soirs, les étudiants sont de moins dans les amphis que dans les grandes places pour faire des chants religieux, des chants liturgiques. On a constaté que dans les quartiers aussi à Dakar aussi, de plus en plus de jeunes s'organisent en daïra. Est-ce que c'est l'incapacité de l'État à fournir de l'emploi aux jeunes qui font que la plupart d'entre eux se réfugient dans ces cadres? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement cette multiplication des daïras. Si je prends l'exemple du Sénégal, les daïras en fait n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Je crois que si vous interrogez l'histoire de l'université, de l'occupation du religieux dans le milieu intellectuel. Dans le milieu intellectuel, mais ça a commencé dans les années 70. Hein. Dans les années 70, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la crise du monde rural qui a poussé beaucoup de marabouts qui étaient investis dans le secteur agricole à se reconvertir. Et d'ailleurs, on parle des marabouts de la migration qui ont quitté justement la campagne pour venir en ville dans le cadre justement de l'exode rural. Mais au cours de leur migration, ils sont venus avec eux cette idéologie mouride qu'ils ont implantée dans les villes à travers les daïras qui sont devenus des réseaux de solidarité entre, tu vois, des gens qui appartiennent à la même confrérie. Mais ces réseaux se sont étendus et ont pénétré aussi l'université parce que la première daïra qui a été créée notamment par les étudiants mourides, c'était la daïra des étudiants mourides qui est devenue plus tard Hizb ut-Tarqiyyah, qui défendait justement une revalorisation de la culture mouride. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment, on a eu une multiplication des organisations. La daïra des étudiants tidianes a été créée en 82 et puis après, toutes les autres confréries ont suivi la dynamique. Mais c'est dans les années 90 que le champ religieux, pas seulement au niveau national, mais au niveau universel aussi, a commencé à se diversifier parce que d'autres organisations qui n'étaient pas forcément affiliées aux confréries ont commencé à voir le jour. On a vu par exemple exactement la Jamaat Ibad Rahman, qui était créée dans les années 70, mais qui a parrainé la création d'autres organisations comme l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. Mais en même temps, dans les années 90, on a créé justement l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Dakar, qui gère aujourd'hui la mosquée. Vous travaillez sur la question de Sahel à Stockholm. On a vu une figure émergente au Mali, c'est l'imam Dicko, qui est aussi l'extraction de chefs religieux. Est-ce que justement c'est ce mouvement
qui a créé les imams Diko? Non, je crois qu'en fait, il y a il y a deux niveaux d'analyse. Surtout quand on parle des élites. Vous savez, traditionnellement, la question des élites dans nos sociétés a toujours été posée, ou est généralement posée, dans une démarche dichotomique qui oppose une élite francophone laïque, formée dans les écoles publiques, et une élite arabophone, c'est-à-dire qui sont formées dans les daïras et les écoles arabo-islamiques. Et il y a toujours eu cette opposition entre les deux types d'élites qui ont été formées à deux idéologies différentes, deux trajectoires différentes. Et du coup, il y avait un problème fondamental quand il s'agit pour ces élites-là de s'asseoir et de discuter. Et finalement, on a comme l'impression d'être dans une société où il y a des gens qui regardent complètement vers l'Occident et d'autres qui regardent complètement vers l'Orient. Mais dans les années 90, surtout avec l'émergence de ces mouvements religieux dans l'espace universitaire, nous avons vu qu'il y a une recomposition de l'élite. Ceux qui sont à l'université, ce ne sont pas des arabophones purs et durs, mais c'est des gens qui sont formés dans les universités publiques, qui ont reçu la même éducation que nos élites classiques. Mais à la seule différence des élites classiques, ils ont embrassé la religion comme étant le référent. Donc, ils ont, avec l'élite arabophone, ce projet de promotion de la religion et de l'islam. Des points de convergence. Il y a des points de convergence. Mais en même temps, il y a des frictions entre eux lorsqu'il s'agit justement de faire valoir leur opinion, mais aussi leur leadership dans cet espace-là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes trajectoires, ils n'ont pas les mêmes approches. Et c'est ce qui explique, et je crois que de plus en plus, ce que nous voyons, même dans la société de manière générale, c'est une recomposition des élites. Les anciens qui étaient dans ces organisations estudiantines sont aujourd'hui dans la politique, ils sont dans la magistrature, ils sont dans l'administration. Mais c'est pourquoi ils viennent avec un peu une certaine idée d'éthique et ils veulent transformer aussi la société, mais en s'appuyant sur la religion comme étant un peu leur C'est cette trajectoire qu'a embrassé l'imam Diko, entre autres, au Mali. Imam Diko a ce profil intéressant d'être à la fois un intellectuel qui a tout le background qu'on pourrait reconnaître à un imam, mais qui a aussi un peu cette capacité à analyser les contextes à l'image des intellectuels maliens de manière générale. Et même sur certaines questions, certains lui prêtent même des analyses beaucoup plus pertinentes que la classe intellectuelle ou la classe politique. Et ce type de profil hybride, arabophone et francophone, qui manie à la fois la langue arabe, mais aussi le français, et qui est capable justement de faire des analyses cohérentes et logiques, et qui ont un peu cette allure purement intellectuelle, est quelque chose de fascinant. Et de plus en plus, nous remarquons qu'effectivement, dans l'espace public qui se démocratise de plus en plus, on voit ces profils d'élite qui se revendiquent justement de la religion comme identité fondamentale, mais qui veulent aussi moraliser l'espace public et l'espace politique qui était dominé pendant longtemps par les élites occidentalisées, ce qu'ils appellent les élites occidentalisées et laïques. Mais est-ce que ce sont des phénomènes qu'on va voir de plus en plus en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, dans le Sahel? Et je crois qu'on va vers ça. Parce que si vous regardez aujourd'hui, et c'est ça l'objet de ce livre, c'est que nous avons montré que partout, avec bien évidemment des variations par pays, partout, nous voyons cette émergence d'organisations religieuses. De plus en plus, les jeunes s'engagent dans des organisations religieuses pour plusieurs raisons. Certains y vont parce qu'il y a un besoin de religiosité. Certains y vont parce qu'ils veulent une couverture sociale ou un réconfort moral. Mais certains y vont parce que tout simplement, ils pensent que dans cette société où caractérisée comme ils le disent, je crois que dans l'étude on est revenu là-dessus, par une dépravation des mœurs, il faudrait avoir une organisation qui serve en tout cas d'abreuvoir ou de refuge pour vivre sa religion et vivre sa religiosité. C'est pourquoi même dans le profil des étudiants, il faudrait reconnaître qu'il y a plusieurs formes d'expression de la religion. Il y en a qui sont des laïcs, mais qui pensent que la religion est une identité consubstantielle à leur vie, qui prient comme tout le monde. Mais il y en a qui sont carrément dans l'orthodoxie, c'est-à-dire qui pensent que la religion est fondamentale et qu'au-delà de la prière, il faudrait s'engager dans une sorte c'est-à-dire aller dans le sens justement de partager ses convictions et de transformer la société à l'image d'une société
musulmane idéale ou une société chrétienne idéale. Donc on peut voir ces tendances-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la religion de plus en plus régente pratiquement toute la vie des étudiants. Si vous allez dans les campus, par exemple, universitaires, on voit que même si le mouvement étudiant reste dominé par les organisations syndicales traditionnelles, mais l'espace lui-même est dominé par les organisations religieuses, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tous les jeudis soirs ou les vendredis, on voit un peu cette effervescence religieuse. Oui, mais est-ce qu'au Sénégal, on peut avoir un profil à la Imam Dicko au Sénégal? Est-ce qu'il est possible d'avoir un Imam Dicko au Sénégal? Non, au Sénégal, c'est différent parce que, vous savez, la caractéristique de l'islam au Sénégal, c'est qu'il est essentiellement confrérique. C'est vrai, à côté de l'islam confrérique, on a les organisations religieuses qui se réclament justement de la mouvance islamiste qui sont présentes, mais en fait, cette frange de la population est très minoritaire comparée aux religions. Par contre, ce qu'il faudrait voir et qui pourrait être intéressant dans l'avenir, c'est que ces organisations qui se réclament du réformisme sont très structurées. Donc, elles ont pu compléter leur infériorité numérique par la force de l'organisation. Si vous allez dans les écoles et les universités, vous verrez que c'est des organisations très organisées, structurées, qui ont un agenda justement de promotion de l'excellence dans les écoles et universités, qui fait que finalement, elles deviennent très attractives pour les jeunes qui veulent à la fois préserver leur identité morale et religieuse, mais qui veulent aussi s'investir dans l'éducation parce qu'ils promeuvent le culte de l'excellence. Mais est-ce qu'une figure politique peut émerger de ces organisations? Mais ça a déjà commencé, Alassane. Mais si vous regardez les champs politiques aujourd'hui, il y a des figures qui sont des anciens produits de ces mouvements-là. Jusqu'à prendre le pouvoir. Mais ils ont fait des scores extraordinaires lors de l'élection dernière. Est-ce que c'est des choses qu'on peut envisager au Sénégal? Mais on va résolument vers ça. Ce ne sera pas à l'image de Imam Dicko, mais ce sera des intellectuels qui acceptent les règles du jeu, qui sont formés, mais qui pensent que la religion doit jouer un rôle important dans les transformations, dans l'agenda, ou disons un peu dans le projet de transformation de la société sénégalaise, et qui vont revendiquer de plus en plus une éthique centrée sur la religion. Et ça, je suis fondamentalement convaincu qu'on va vers ça. Est-ce que ces organisations peuvent, au Sénégal, le cas spécifique du Sénégal avec un islam confrérique, concurrencer les confréries qui sont très fortes et qui souvent travaillent avec ceux qui sont au pouvoir? Non, ça ne sera pas une concurrence, mais ça va être une démarche qui s'accommode de ce qui existe déjà, mais qui vient proposer une offre alternative à travers laquelle les Sénégalais vont se retrouver. Parce qu'en vérité, c'est ça. Ce que nous avons remarqué, c'est que depuis longtemps, la classe politique était dominée par les mêmes élites qui se reproduisent, qui sont dans les alliances stratégiques, qui arrivent au pouvoir et qui reproduisent le système. Mais si vous regardez au cours de ces dernières années, il y a eu des transformations en cours qui sont quand même très intéressantes. Ce qui s'est passé au Mali est un cas. C'est un exemple type de mobilisation révocatoire qui dit aux élus qu'on ne va pas attendre jusqu'à la fin du mandat pour que vous rendiez compte. Et qu'au cours de votre mandat, si vous agissez d'une manière qui n'est pas en phase avec le mandat de confiance qu'on vous a accordé, on va descendre dans la rue parce que la démocratie nous permet de le faire. Mais nous avons remarqué aussi que dans nos pays, ces types de dynamiques ont été portés par d'autres mouvements, pas forcément religieux, mais des mouvements de la société civile qui aujourd'hui sont en train de revendiquer, au-delà de la démocratie représentative, c'est-à-dire on élit des gens qui sont au Parlement, qui sont un peu dans les conseils municipaux, qui font ce qu'ils veulent et attendent justement leur réélection. On n'est plus dans ce schéma-là. On est dans le schéma d'une démocratie participative où les gens ont toujours cette capacité à faire valoir les droits que leur octroie la démocratie pour descendre dans la rue et manifester contre des choses, même une élite qui n'est pas... C'est ce qui s'est passé au Mali, mais est-ce que vous êtes convaincu que les militaires qui sont au pouvoir peuvent changer grand-chose au Mali? Alors, le Mali, je crois qu'on est parti pour une sorte de répétition de l'histoire. Parce que le Mali est plus ou moins habitué au coup d'État. On a connu en 68 le coup d'État contre Modibo. En 90-91, on a eu le coup d'État contre Moussa. En 2012, on a eu le coup d'État contre Toumani Touré. Et aujourd'hui, nous avons un autre coup d'État. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les coups d'État ne sont rien d'autre qu'une façon pour l'armée de s'incruster dans le jeu politique, mais en se positionnant comme arbitre
ou disons garde prétorienne, qui reprend le pouvoir et procède justement à une redistribution. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé en 2000, en 99, en 90 d'abord, quand on a chassé Moussa, mais en vérité la conférence nationale n'est rien d'autre qu'une rencontre entre des acteurs qui étaient dans l'opposition, Alpha Omar Konaré, Muntaga Tall et tous ceux qui ont fait cette révolution-là, y compris l'armée, les ATT, parce qu'on vous dira, il y a beaucoup de documents qui montrent qu'en fait ATT était dans une certaine mesure lié à Adema, qui est devenu après, qui est arrivé au pouvoir après. Mais on a vu toutes les largesses qu'Alpha Omar lui a accordées en lui permettant justement de créer sa fondation pour l'enfance, mais aussi en lui envoyant en mission, etc. Et il a réuni toutes les conditions qui lui permettaient justement plus tard de s'imposer comme le héros sauveur du Mali et qui l'a permis justement de gagner en visibilité, mais aussi de devenir président en 2000, notamment quand Alpha a eu des démêlés avec Ibeka. Donc en fait c'est pour dire qu'il y a une recomposition, mais la recomposition se fait entre les mêmes élites qui arrivent au pouvoir, qui se partagent le pouvoir, qui par le jeu des alliances se retrouvent au pouvoir. Et donc il n'y a pas de rupture fondamentale. Et je crois que ça rappelle un peu ce philosophe politique qui parlait un peu des alternances de manière générale, qui ne sont rien d'autre que des mécanismes permettant au système de s'établir, mais aussi de coopter tous ceux qui sont en dehors du système et qui contestent ce système-là. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, y compris au Mali, même au Sénégal. Hein, parce que la classe politique-là, c'est la classe politique-là qui est là depuis longtemps et qui ne se renouvelle pas. Voilà, merci infiniment Mamadou Bodian. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez sorti ce livre collectif, Entre le savoir et le culte, activisme et mouvement religieux dans les universités du Sahel. Nous avons parlé avec vous de la situation au Sénégal, des mouvements religieux qui sont en train de s'aimer un peu partout en Afrique, à partir des universités, et quelles sont les conséquences de l'impact que ça peut avoir sur la société sénégalaise. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV et à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.